Quel est l'objectif là assigné par la réforme? C'est clairement participer au développement des qualifications des salariés. D'où l'idée d'introduire un nouveau compte personnel de formation qui entre en vigueur, vous le savez tous, à partir du 1er janvier 2015. Quel est l'objet de ce CPF? La loi nous dit l'acquisition d'un premier niveau de qualification et ou le développement des compétences et des qualifications avec un S de la personne au travers d'actions, notamment d'actions de formation. Donc on le voit bien, là on est clairement dans un objectif d'élévation des niveaux de qualification et plus généralement de développement des compétences qui fait écho à votre catégorie 2 du plan de formation, catégorie pour laquelle, je le rappelle, c'est une faculté pour l'entreprise que de proposer des actions de formation au titre de sa catégorie 2 pour favoriser le développement des compétences de ses collaborateurs. Ce n'est pas une obligation légale, contrairement aux actions d'adaptation au poste et de maintien dans l'emploi. Le collaborateur, dès qu'il rentre sur le marché du travail, se dote d'un sac à dos formation qui prend effectivement la forme d'un CPF et il le conserve tout au long de sa vie professionnelle jusqu'au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, quel que soit le nombre de successions de contrats de travail, voire d'ailleurs de changements de régime. Le principe d'alimentation du compte, c'est un principe d'alimentation en heures. C'est 24 heures par an par collaborateur à temps plein, pour une durée de travail effective réalisée sur l'ensemble de l'année, et c'est une utilisation qui se fait à terme échu. Ce qui signifie qu'au 1er janvier 2015, je démarre avec un compteur CPF à 0 au titre du crédit d'heure de base, et ce n'est qu'au 1er janvier 2016 que je vais commencer à acquérir mes 24 premières heures. Quand j'atteins mon premier seuil de 120 heures, je continue à acquérir 2 heures de CPF dans la limite de 12 heures par an jusqu'à atteindre un plafond de 150 heures. Le concept, c'est un concept de droit rechargeable. Plus je consomme et plus j'ai d'heures potentiellement dont je peux bénéficier dans le cadre de mon CPF. Le point important, c'est l'articulation avec le DIF. Les heures de DIF acquises et non utilisées au 31 décembre 2014 seront transférées dans le compte personnel de formation du collaborateur et donc pourront être utilisées par le collaborateur à partir de 2015 selon les nouvelles règles et donc évidemment les nouvelles règles applicables au CPF, et donc poursuivre des formations désormais éligibles au CPF. Un petit calendrier récapitulatif de ce qu'on s'est dit. Et s'agissant des formations éligibles au CPF désormais, l'idée, c'est de dire qu'on a deux catégories, deux types de formations éligibles au CPF. La première grande catégorie de formations éligibles au CPF, ce sont des formations qui doivent répondre à deux conditions. La première, c'est d'abord d'avoir une nature certifiante, et certifiante d'un certain type. Il faut que la formation prépare à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, voire encore correspondre à un CQP, un certificat de qualification professionnelle, qui est une certification créée par les branches professionnelles au travers de leur CPNE, de façon paritaire, voire encore correspondre à une certification ou une habilitation correspondant à des compétences transversales, qui sera donc, elle, définie au travers d'un inventaire que doit arrêter et publier la commission chargée de gérer le RNCP, la fameuse CNCP. Deuxième condition, c'est que ces différentes actions doivent également figurer sur une liste. Il faut en réalité que les certifications soient bien identifiées sur une liste, sur au moins une des listes, qui sera établie par les partenaires sociaux à plusieurs niveaux. D'abord, évidemment, au niveau de votre branche professionnelle, donc c'est au niveau de chaque CPNE de branche que vont être arrêtées ces différentes listes, enfin ces fameuses listes, voire après au niveau interprofessionnel, qu'ils soient déclinés au niveau national au travers du nouveau COPANEF ou au niveau régional au travers des COPAREF. Alors, comment fait-on pour suivre une formation de 600 heures? Si on prend l'exemple, c'est pas du tout une référence, mais c'est vrai que quand on parle de formation diplômante, on est davantage quand même sur ce type de volumétrie horaire-là, avec un compte plafonné à 150 heures. Donc d'abord, sur les modalités de prise en charge au niveau de l'OPCA, le financeur principal, dès lors qu'il a collecté l'enveloppe qui permet de financer de façon spécifique les CPF, qui est désormais fixée à 0,2% de votre masse salariale brute annuelle, et bien sur la base de cette enveloppe-là, les modalités de prise en charge seront les suivantes. L'OPCA prendra en charge à la fois le coût pédagogique et les frais annexes, qui correspondent aux frais de transport, d'hébergement, de restauration, sur la base du coût réel de la formation, avec possibilité de définir un plafond de prise en charge, nous dit la loi, lequel plafond sera défini par son conseil d'administration. Bien. On a également une possibilité de
faire prendre en charge les frais de garde d'enfants lorsque la formation est réalisée hors temps de travail, voire même une partie du salaire du salarié qui se forme sur son temps de travail. Donc le sujet là, c'est la possibilité pour l'entreprise de se faire rembourser une partie du salaire par son OPCA sur les fonds de cette enveloppe 0,2%. Alors le volet sur lequel j'attire un tout petit peu votre attention et un peu de concentration, c'est sur les abondements. C'est-à-dire, puisqu'il me manque 450 heures pour suivre une formation de 600 heures, je vais potentiellement pouvoir abonder en heures complémentaires ou en heures supplémentaires, c'est subtil mais c'est pas tout à fait la même chose, mon CPF pour suivre la durée totale de ma formation. Et on a évidemment une pluralité de financeurs identifiés et des modalités différentes d'abondement qui sont posées par la loi. Je vais parler d'abondement en heures complémentaires dès lors que pour suivre une formation de 600 heures, je n'ai que 150 heures et donc il m'en manque 450. Pour une formation donnée, il me manque un certain nombre d'heures. Je vais donc faire une demande en abondement en heures complémentaires. Tous les autres cas d'abondement seront des abondements en heures supplémentaires. Donc là, j'ai essayé de façon très cursive de vous reprendre un petit tableau grosse maille des différentes modalités d'alimentation du compte. La première ligne et la dernière ligne, c'est bien les deux sous-comptes que j'ai essayé de vous visualiser tout à l'heure. Le premier sous-compte qui est mon crédit d'heure de base, le deuxième sous-compte qui correspond à mes heures de transition, mes heures de diff qui ont pour vocation à disparaître si le collaborateur ne les utilise pas, au plus tard d'ici le 31 décembre 2020. Et au milieu, les différentes possibilités d'abondement, qu'on soit en heures sup ou en heures complémentaires. Il y a une différence importante quand même entre ces deux modalités, c'est que seuls les abondements en heures supplémentaires seraient a priori inscrites sur le compte, tandis que les heures complémentaires n'ont pas vocation à être inscrites sur le compte, elles sont simplement retracées. L'idée étant de dire qu'elles ne sont pas clairement fléchées au niveau de la CDC. Et enfin, sur les possibilités d'utilisation proprement dite du CPF, hors temps de travail, le principe, c'est pour l'entreprise, j'ai plus d'accord à devoir accorder. Le collaborateur peut d'ailleurs même pas m'en informer. La contrepartie, bien évidemment, c'est quand je ne dois plus aucune sorte d'allocation de formation, s'agissant d'un départ en formation dans le cadre du CPF. En revanche, dès lors que c'est réalisé en tout ou partie sur temps de travail, il faut que le collaborateur obtienne votre accord, et on l'a remis là. On a bien effectivement des délais à devoir respecter en termes de formalisation de la demande, 60 ou 120 jours, selon que la formation dure plus ou moins de 6 mois. Enfin, sur les impacts en termes de gestion et des remontées d'informations par les entreprises. Donc l'idée, c'est qu'on aura un système très bientôt, un système d'information du CPF qui va être géré par la Caisse des dépôts et consignations. Et donc on va avoir un service gratuit dématérialisé qui sera accessible sur un site internet, qui permettra au collaborateur, une fois qu'il sera connecté via des logins et mots de passe non utilisateurs, il pourra accéder à la fois à l'état de son compteur CPF, mais aussi aux formations accessibles et aux possibilités d'abondement susceptibles d'être sollicitées. Et vous avez là l'extension, effectivement, l'adresse Internet depuis laquelle les collaborateurs auront accès à partir du 1er janvier à leur site Internet avec des rubriques qui sont probablement peut-être pas toutes parfaitement effectives, surtout quand on voit les types de rubriques auxquelles ils pourront avoir accès, sur les modalités de financement et les listes de formation éligibles. Je pense que tout ne sera pas tout à fait effectif au 1er janvier.